Vous êtes sur la panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui participe à l'évolution de cette jeunesse qui représente l'avenir de demain, l'avenir en l'occurrence de notre magnifique continent. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons faire une immersion philosophique puisqu'on va un petit peu décortiquer cette thématique liée au domicile. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir un chez soi, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de la ressemblance physique ou simplement extérieure, le fait d'avoir un même comportement que son frère ou sa sœur, c'est selon. Pourquoi ça a tendance à gêner beaucoup de personnes? Eh bien, vous allez avoir des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, ce sont des habitués. Évidemment, on va commencer avec Elie. Elie, tu es étudiant et diplômé surtout en administration des affaires, en tout cas gestion des affaires. Merci d'avoir répondu à Génération News. Merci à vous. En face de toi, Trésor, tu es formateur en télémarketing. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. C'est toi que je remercie, Régis. On va remercier la seule femme de ce plateau, Noëlla, étudiante en journalisme et communication. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Je vous remercie, Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Elie, je me tourne vers toi. On va parler un peu de cette thématique assez philosophique. Au passage, on parlera un petit peu de chez soi. C'est quoi concrètement le fait de dire ou bien de dire à quelqu'un je suis chez moi, j'ai un chez moi? Déjà, d'entrée de jeu, chez soi renvoie à une situation géographique. Ouais. C'est un endroit, c'est une place où personnellement on se sent bien, on se sent le mieux. Donc en gros, c'est un endroit, ça peut être physique comme aussi imaginaire, mais où on se sent le mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça où tu te sens plutôt à l'aise, tranquille, loin des problèmes de la vie, où tu vis une béatitude parfaite? Je peux aller très loin si tu veux, hein, tellement, mais est-ce qu'il y a cet endroit justement que tu as réussi à identifier? Chez moi, c'est plus dans ma chambre. D'accord. Quand je suis chez moi, quand je suis dans ma chambre, je suis loin de tout. D'accord. Justement, Trésor, c'est vrai que ça reste une thématique assez perplexe quand même et complexe quand on parle de c'est quoi avoir un chez soi, mais on a l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu un élément indicateur de réussite sur le continent parce qu'on a tendance évidemment à se glorifier d'avoir un chez soi pour montrer évidemment cette disparité, cet écart qui existe entre certaines personnes. Est-ce qu'aujourd'hui quelque part cette phrase ou bien cette situation vient encore un petit peu renforcer les disparités qui existent déjà? Oui, effectivement, parce qu'être un chez-soi, c'est une marque, c'est un indicateur de stabilité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on remarque bien que les entreprises ou les banques, les grandes finances, lorsqu'ils veulent faire un prêt à quelqu'un, ils demandent d'abord est-ce que vous avez un chez vous. Ouais. Ça permet au moins de garantir que financièrement et socialement, vous êtes assez stable. Et aussi, il faudrait savoir qu'avoir un chez-soi, c'est un moyen qui permet d'éviter certains stress, la dépression, les situations conflictuelles dans le foyer. Ça permet d'éviter certains malaises qui font en sorte que lorsqu'on ne se sent pas chez soi, on a l'impression qu'en fait, on n'existe pas. Ouais, et loin de vouloir t'interrompre, c'est en général quand on est chez quelqu'un, la personne a toujours cette formule de dire « fais comme chez toi ». Ouais. Effectivement. Donc, le fait de ne pas se sentir chez soi, ça crée une certaine condition psychologique qui fait en sorte qu'on ne se sent pas utile, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas socialement important. Et ça fait qu'en quelque sorte, on prend des décisions qui ne sont pas forcément assez intéressantes dans la société. Oui, et d'aucuns l'ont qualifié d'intégration quand on parle évidemment d'autres pays. On est au Sénégal, vous êtes d'origine gabonaise. Justement, est-ce que cette intégration-là, comment elle s'est faite quand vous êtes arrivé au Sénégal? Est-ce que tout de suite, vous avez eu la sensation d'être chez vous? Est-ce qu'il y a eu ces formules-là d'ailleurs? N'oublions pas qu'on est dans le pays de la Teranga. La Teranga, c'est justement le partage, la béatitude, la cohésion. Est-ce que ça a été très facile l'adaptation au Sénégal? Pour moi, c'était très facile. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Être chez soi, c'est beaucoup plus pour moi une condition psychologique. Je me suis senti protégé, je me suis senti dans mon intimité, je me suis senti en sécurité. J'ai vu que les conditions étaient idéales pour que je puisse m'épanouir. Et automatiquement, je me suis rendu compte que je suis chez moi ici,
plus que lorsque j'étais au Gabon. Ah, mais évidemment. Donc, oui, Elie, avant de donner la parole à Noëlla. Juste pour enchérir à ce qu'il disait, déjà, être chez soi voudrait renvoyer aussi à cette forme de socialisme qui voudrait qu'on retrouve ce que l'on a dans Chez son l'autre, pays. ouais. Voilà, on voudrait retrouver ça ou bien chez l'autre ou généralement lorsque nous sommes à l'étranger, nous voulons souvent que Retrouver ce même confort-là, Exactement. cette Donc, même situation des béatitudes. Donc du coup, ça peut être difficile pour certaines personnes dans la mesure où quand il s'agit de l'intégration, on a le langage, on a tous les faits extérieurs qui font en sorte que c'est pas forcément, on se sent pas forcément chez soi dans la mesure où je vais prendre quelque chose de simple. Lorsqu'on a besoin par exemple de manger et les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Voilà, donc du coup on va pas forcément se sentir intégré dans la mesure où on ne trouve pas ce qu'on avait chez soi. Ouais. Donc mais c'est pourquoi le terme qu'il a utilisé, c'est intéressant quand il parlait d'un travail psychologique intérieur, parce que c'est clair que si tu arrives dans un nouveau pays, les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi je parlais d'intégration. Donc on va arriver effectivement à s'intégrer, apprécier. Aujourd'hui, on apprécie tous le tchèp, au point où on connaît les dizaines de plats qui existent évidemment dans ce magnifique pays qui est le Sénégal. Noëlla, on parle d'avoir un chez-soi. Le tien, il est où? Je veux dire, est-ce qu'il est au Sénégal? Est-ce qu'il est partout à travers le monde? Ou bien tu es une amoureuse de la vie et le fait d'être déjà dans ce monde, tu es déjà chez toi? Bon, je ne saurais me situer dans le chez-soi parce que pour moi, je le perçois comme en fait, quelque chose d'accompli, tu vois. D'accord. Quelque chose que j'ai pu travailler et dire que voilà, c'est à moi. D'accord. Mais du sens propre, je dirais que c'est d'abord avoir un chez-soi, c'est un leitmotiv hybride, c'est-à-dire à deux sens. D'accord. Premier sens, on va dire dans le sens propre, c'est un domicile personnel. Voilà ce qu'on voit, on accomplit, voilà, par le travail et tout. Mais dans le sens figurant, on peut dire que c'est le sentiment d'appartenance à d'une société, que ce soit en culturel, que ce soit alimentaire, vestimentaire et tout ça. Donc, je peux dire que à travers cela, on retrouve les expressions genre fais comme chez toi. Chez toi, ouais. C'est chez moi, vas-y. D'accord, ok. Du coup, toi, est-ce qu'aujourd'hui, alors, Elie, c'est la chambre. Voilà, peut-être qu'il a mis ce confort-là. Est-ce qu'avoir un chez-soi aussi, est-ce qu'on a un degré de... Je veux dire, Elie, par exemple, est-ce que tu as réussi à mettre ce confort-là ou bien pour toi, c'est simplement le fait d'être sur son canapé, regarder la télé, pour toi, le confort, c'est largement suffisant. Est-ce qu'on a besoin des outils extérieurs ou autre chose pour renforcer cette sensation d'être chez soi dans sa zone de confort? Il y a certains éléments qui rentrent dans le confort, si on peut dire. D'accord. Qui fait en sorte que la personne puisse se sentir vraiment chez lui. D'accord. Vous savez, vous pouvez être chez une tierce personne et sa manière de faire va conditionner votre amour de l'endroit. Donc, si vous n'avez pas ce confort-là, vous ne pouvez pas vous sentir chez vous. Donc, perso, j'ai des éléments qui font en sorte que je me sente chez moi lorsque je rentre dans ma chambre, par exemple. J'ai mon coussin, je sais que lorsque j'ai envie de réfléchir, je vais me mettre sur mon coussin, je vais me mettre à lire quelque chose, je sais que je suis chez moi. Alors que lorsque je vais me rendre chez vous, par exemple, je ne vais pas trouver le même confort. Je vais me sentir pas forcément chez moi parce qu'il y a certains éléments qui me manquent. Oui, j'ai un chez moi dans la mesure où je peux trouver quelque chose qui me rend vraiment à l'aise chez moi. Alors c'est vrai que comme je disais, c'est très large hein, comme thématique. On va essayer de bien cerner évidemment ces points très cruciaux. Trésor, il y a également un point parce que faut pas oublier nos réalités sur le continent. On a une tradition, on a des réalités également. L'une de ces réalités, c'est qu'en fait quand on est plus jeune, nos parents nous installent un petit peu cette définition assez
assez simple d'avoir un chez-soi. On nous demande de travailler, d'aller à l'école et demain d'avoir une maison et de construire et tout le reste. Est-ce que justement le fait de grandir avec ce message dans la tête n'est pas peut-être en train de nous conditionner dans le fait d'être automatiquement chez soi, dans le sens de dire si je commence à travailler, supposons je suis au Sénégal, je dois absolument avoir une maison et tout le reste. Oui, c'est pour ça que je disais que lorsqu'on a cette conception de chez soi, ça va forcément nous créer des crispations psychologiques, de la dépression. Ça va nous faire perdre l'amour de soi-même parce qu'on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à se créer ce genre de conditions. Ouais. Ça va nous faire regretter qui nous sommes. Ouais, c'est surtout on aura l'impression qu'on n'a pas réussi. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas une maison, on n'a pas une voiture, on n'a pas... on aura l'impression qu'on n'a pas réussi. Et là, c'est comme je faisais comprendre, c'est qu'on ne se sentira pas utile dans la société. Mais si on essaie de relativiser que être chez soi, c'est beaucoup plus un élément psychologique, parce que je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, par nature, j'aime bien voyager dans mes pensées. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Il suffit que je sois dans un endroit qui me fait penser au moment que j'ai eu auparavant. Ça me permet de comprendre que je suis chez moi. Ouais. Donc, si tout le monde s'est aperçu que être chez soi ne veut pas forcément dire qu'on a une maison, un logement, mais plutôt peu importe l'endroit où nous sommes à l'aise. Tout ira bien. C'est intéressant ça, ce que tu viens de dire, parce que alors il y a un peu de la psychanalyse, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que effectivement le fait de s'imaginer, de rêver qu'on est dans un endroit assez intéressant, on se perd un peu dans nos pensées, dans nos souvenirs. C'est déjà un chez soi en fait quelque part à partir du moment où on se sent bien. Noëlla, est-ce que c'est un discours que tu tiens avec les parents? Est-ce que papa ou maman te rappelle toujours l'importance, la finalité, évidemment, celle d'avoir un chez-soi? Bien évidemment. Mais physique, dans le sens de, comme on l'a souligné, un chez-soi physique, une maison, pour faire court. Du coup, est-ce que ce discours-là, tu le tiens, ou papa ou maman l'a déjà eu avec toi? Oui, ce débat-là, il ne cesse de... Ah, parce que c'est un débat, c'est un débat au niveau de la maison, d'accord. Oui, parce que ça va du fait de se construire. Moi, on m'a toujours appris de ne jamais dépendre de quelqu'un, donc voilà, je tiens à ce que je fasse quand même de ce qu'ils m'ont inculqué comme éducation. Pour faire tes preuves surtout. Voilà, faire mes preuves et plus tard, possible d'avoir un domicile propre et avoir aussi ce lieu, genre imaginaire de trésor. Voilà. Ah non, mais je te rassure, un trésor, tu n'es pas seul. Bon, ça m'arrive parfois de faire un petit bond dans le passé, essayer de remémorer effectivement des magnifiques souvenirs. Du coup, est-ce que ça te mène cette pression? Est-ce que ça te met une pression aujourd'hui, Noëlla, le fait de se dire que si papa en parle, si maman en parle, c'est que quelque part, je dois aller dans ce sens-là, vu que évidemment, tu es dans l'optique de suivre les recommandations de tes parents, ce qui est logique, on l'a tous fait. Mais je veux dire, est-ce que ça te met une pression quelque part de se dire, je ne dois pas échouer dans ce sens-là? Bien évidemment, parce que je représente d'abord, ma réussite représente ma famille. C'est-à-dire, si je suis accomplie aujourd'hui, c'est que leur travail dans ma vie a payé, comme on dit dans le jargon simple. Voilà, ça aboutit. D'accord. Et pour moi, c'est un sentiment de fierté. Voilà, je peux dire que... Et comment aujourd'hui tu imagines, ce futur chez toi? Alors Trésor, il voyage. Il voyage, mais toi, comment tu l'imagines? Bon, d'abord, la stabilité. D'accord. La stabilité dans le sens d'où je n'aurai pas à errer, comme on peut le dire, avoir un chez moi, un domicile propre à moi, construit avec le travail et autres. Être libre, indépendante de faire d'entrer, de sortir, avoir des décisions personnelles sans pour autant avoir recours à d'autres personnes. D'accord. C'est-à-dire la liberté en fait. Ouais, la liberté justement de pouvoir... Oui, Elie. Je voulais rebondir sur ce qu'elle disait. Le côté utopique de la chose, c'est que ça nous met une certaine pression. Je vais rejoindre ce que disait mon frère tout à l'heure. Ça nous met une certaine pression dans la mesure où on a besoin de se sentir, on a besoin de s'accomplir dans ce domaine-là pour se sentir, pour se voir exister. Ouais. Si on n'a pas de maison aujourd'hui, on ne se sent pas exister. Et alors que beaucoup
beaucoup de personnes existent sans pour autant l'avoir. Et nous, ici en Afrique, on nous a tellement inculqué que pour réussir, il te faut une maison, il te faut un domicile propre. Et ce qui fait en sorte que nous, nous dans la nouvelle génération, on se met cette pression qui fait que beaucoup de jeunes se lancent dans des business un peu louches. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que oui, on doit s'accomplir dans ce domaine-là, mais se sentir chez soi n'est pas forcément avoir sa belle bâtisse de 5 chambres, 10 salles de bain et tout. On peut se sentir chez soi même dans un studio qu'on loue. Exactement. Donc, pas besoin de se mettre cette pression-là qui nous amènera à faire des choses que... Et d'ailleurs, oui, Noëlla. Mais le sentiment d'accomplir, par exemple, sur le domicile personnel, c'est pas pareil que lorsque tu loues. Certes, dans la mesure où... c'est pas le même sentiment en fait. C'est pas le même sentiment. C'est vrai que c'est chez toi parce que tu paies l'endroit d'où tu vis, mais le sentiment d'avoir accompli le lieu, c'est-à-dire tu sens l'effort en fait, parce que toi tu sens pas l'effort d'où tu vis parce que tu loues. Parce que tu payes, que tu es chez toi, tu es libre de faire ce que tu veux, mais c'est pas pareil que c'est moi qui ai fait. C'est-à-dire, il y a plus en fait dans ta propre réalisation que là d'où. Oui, mais après je ne suis pas. Elie va répondre tout seul, mais je pense, enfin, je vois où tu veux en venir. Mais on laisse Elie avant de donner la parole à Trésor. Bon bah, Trésor. Pour répondre à ce que vient de dire, je crois qu'il y a en 2018, Ikea, qui est une entreprise qui gère le mobilier et la décoration, a fait une étude là-dessus. Est-ce qu'on peut forcément dire qu'on est chez soi parce qu'on a conçu soi-même sa maison, ou est-ce qu'on peut être chez soi parce qu'on vit chez quelqu'un? Généralement en France, lorsqu'on fait les études et statistiques, la plupart des Français font le contraire de ce que nous faisons en Afrique. Ici, nous, on quitte locataire pour devenir propriétaire, alors que eux, généralement, ils quittent propriétaire pour devenir locataire. Donc, pour eux, ils ne se sentent pas chez eux parce qu'ils ont construit une maison, mais plutôt parce que, comme je disais, ils sont dans une condition psychologique qui leur permet de s'épanouir, d'être en sécurité, d'être tranquille, à l'aise, et non pour autant d'avoir une grande maison où on n'arrive pas à payer l'électricité, alors qu'il peut être dans une petite maison où il peut payer son électricité, il paye à manger, il prend toutes ces... Non, mais si on peut les réduire, je pense que en fait, la réponse, Trésor vient de la donner. C'est-à-dire qu'effectivement, ma chère Noëlla, il y a plus un sentiment de réussite lorsqu'on rentre chez soi et qu'on sait qu'on a participé à la création, à la décoration, aux meubles et tout le reste. On se sent beaucoup plus, on a un sentiment de fierté. Mais après, c'est vrai que ça, comme Trésor l'a dit, c'est vraiment une question de feeling, exactement. Une question de feeling, de se sentir bien. Alors c'est vrai, où je suis, on est tous locataires. Où je suis, aujourd'hui, permettez-moi, aujourd'hui, il y a la possibilité d'habiter un endroit que nous avons nous-mêmes décoré, que nous avons nous-mêmes fait à notre image. Donc, pas besoin forcément de le construire, mais le fait d'habiter un endroit où nous décidons de tout ce qu'il y a à l'intérieur peut nous faire nous sentir chez nous. Donc, se dire qu'avoir une maison bien bâtie par ses propres efforts, dire que c'est plus réjouissant que de louer un appartement, moi je trouve ça utopique. Excusez-moi, je prends le fait, ce qui te permet de payer ce loyer-là, actuellement tu le perds. Dans ces conditions-là, comment tu feras? Après, ça dépend de moi, je te laisse répondre. Je te laisse. Tu feras? Non, en fait, Noëlla, elle est dans l'optique de se dire, si tu as un chez toi, ça t'éviterait de dépenser de l'argent pour louer. Et en termes de charges, tu auras toujours de charges. Mais après, ce que Noëlla doit comprendre, c'est que c'est pas forcément comme ils te disent. Tu dois pas faire un focus sur le fait d'avoir un chez soi de façon à dépenser, à participer. C'est un fait, mais tu peux te sentir bien. Aujourd'hui, par exemple, là où tu loues, tu es étudiante, mais tu te sens bien. Oui, je me sens très bien. Voilà, tu es chez toi, en fait, quelque part. C'est ce qu'ils essayent de... Oui, ce côté, j'ai bien compris. Mais là, évoquer le fait de dépenser et autres, moi, je dis, ce qui te pousse à dépenser maintenant, pendant que tu loues, là, tu le perds, qu'est-ce que tu feras dans ces conditions-là? Tu vas retenir chez les parents? Je voudrais juste dire que ça revient au même dans la mesure où l'argent que moi j'aurais dépensé pour construire, c'est le même argent que je prends pour louer. Donc, au lieu de prendre un crédit au niveau de la banque qui va me mettre dans des dettes à n'en plus finir, mieux vaut je me sens dans un cadre
je me sens bien dans un cadre, mieux vaut je reste là que de m'endetter et faire des choses qui ne vont pas me réjouir moi et encore moins. Et encore pour aller dans le même sens que Elie, on assiste aujourd'hui à un phénomène qui est pas très reluisant. On a les fugues, il y a des gens qui fuguent, donc qui quittent leur domicile. On a aussi aujourd'hui des gens qui se retrouvent dans la rue, les SDF, donc sans domicile fixe. Mais eux, ils préfèrent quitter leur domicile fixe pour se retrouver dans la rue parce qu'ils estiment que dans la rue, il y a ce confort, ils se sentent chez eux en étant dans la rue. Donc vraiment, c'est comme Trésor disait, c'est une question de tout se passe dans la tête. À partir du moment où on se sent bien dans un endroit, exactement, se sent bien dans un endroit, on le dit qu'on est évidemment chez soi. Cette conception, encore en Afrique, évidemment, mon cher Trésor, on l'a souligné, la connotation, elle est très éloignée. La connotation est beaucoup plus dans un élément de pression qu'autre chose. On a des expressions en Afrique, on utilise couramment j'ai construit, ou ma mère a construit, ou mes parents ont construit. Ces phrases-là, en fait, qui veulent simplement dire que j'ai mieux réussi que toi. Et donc, ce qui fait que c'est assez, évidemment, compliqué. Revenons sur le cas, justement, de la fugue, mon cher, même si on a donné des pistes de réponse. Est-ce que tu comprends cet état d'esprit-là aujourd'hui, mon cher, des gens qui préfèrent quitter leur domicile pour se retrouver dans la rue? Mais oui, c'est compréhensible parce que contrairement à ce que disait, ici en Afrique, on a une conception matérialiste d'être chez soi. On se dit que c'est avoir forcément construit soi-même, on se dit que c'est avoir forcément mis soi-même les 4 murs, alors que dans les pays développés, on a plus une conception psychologique d'être chez soi. Je préfère fuir ma maison où je dois payer l'électricité alors que j'ai pas assez de moyens. Mais justement, du coup, est-ce que c'est légitime? On a l'impression qu'en fait, on quitte chez nous parce qu'on ne peut plus régler toutes ces choses et on décide d'aller dans la rue. Est-ce que réellement, donc, cette envie d'aller dans la rue est motivée par toutes ces choses-là, l'incapacité de payer le courant, l'eau et tout le reste. Et dans la rue, peut-être que facilement, si on se retrouve à faire le monde, on peut avoir de l'argent. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas motivé? Au fond, c'est pas quelque chose de personnel. C'est pas une envie personnelle. C'est une envie dictée et motivée par les situations. De toute façon, ça peut être un aspect. D'accord. Mais pas forcément. Bon, dans l'autre aspect, on peut fuir chez soi pour se trouver dans la rue parce qu'on se sent peut-être bien. Ouais. On s'est dit qu'il y a des gens qui sont pathologiquement très sociaux, c'est-à-dire ils se sentent bien lorsqu'il dort devant tout le monde, il se sent bien quand il fait son café des STF devant tout le monde, ça l'attire parce qu'il voit le regard de tout le monde, il voit des personnes qui versent quelques pièces de monnaie, ça il aime ça en fait. Au lieu d'être dans, il y a des gens qui n'aiment pas la claustrophobie, s'il faut dire ça comme ça. Ouais, dans des endroits. C'est dit qu'il est seul dans la maison, ça sert à quoi? Vaut mieux que je me sens chez moi en étant dehors avec des personnes qui me regardent dans tout ce que je suis en train de faire. Alors, c'est assez intéressant ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, alors c'est une situation, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les pays asiatiques, en l'occurrence au Japon, où en fait depuis 2019 où le phénomène a commencé jusqu'en 2023, près de 1 million de jeunes japonais quittent leur domicile sans donner évidemment d'explication. Donc il y a des parents qui se réveillent le matin, qui se rendent compte qu'en fait l'enfant a quitté le domicile et on les appelle les enfants invisibles d'ailleurs pour la petite histoire. Et justement ce phénomène montre à quel point le caractère de se sentir chez soi est très large parce que eux ils décident de quitter le pays ou leur domicile, ils peuvent quitter une région pour aller s'installer complètement dans une autre et de couper tout contact avec leur famille. Et en général, les causes, c'est ça. C'est le fait de ne pas se sentir bien, de ne pas se sentir chez soi. Et en Afrique, on est d'accord que c'est beaucoup plus l'inverse. On a l'impression que c'est les parents qui nous poussent, qui nous demandent de quitter le domicile familial. Un point d'ailleurs qui a été très soulevé. Jusqu'à quel âge doit-on rester chez nos parents? Je pense qu'en Afrique centrale, c'est chez certains parents, c'est aux environs de 17-18 ans. Ouais. 18 ans tout au plus. Oui, mais 18 ans, si tu quittes le domicile familial à 18 ans, c'est trop tôt, mais certains parents préfèrent prendre en charge les frais de location pour certains enfants qui ne sont pas encore... Oui, mais 40 ans et toujours chez tes parents... C'est ça, on voudrait... je pense que
ce qui est bien avec chez nous en Afrique centrale, c'est qu'on voudrait pousser les enfants à la responsabilité. En Afrique, de façon générale, voilà. Je te rassure. Ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres contrées. Il y a des pays, par exemple, où vous arrivez, toute la famille a construit sur le même endroit et on est là. La pression familiale fait en sorte que tous les problèmes de la famille sont centralisés à un seul endroit. Alors que chez nous en Afrique centrale, on voudrait que chacun de nous aille faire sa vie ailleurs pour éviter la pression de la société, la pression du cercle familial. Donc, je pense que la responsabilité, c'est ce que nos parents ici en Afrique voudraient donner à tout un chacun. D'accord, évidemment, mon cher Elie. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de la ressemblance aussi bien intérieure qu'extérieure. Je me tourne vers toi, mon cher Trésor. Alors, question assez simple, à qui ressembles-tu dans la famille? Alors, je ressemble beaucoup à mon père. D'accord. Et j'ai mon petit frère aussi en même temps qui me ressemble. D'accord. Et du coup, tu ressembles à ton père et ton petit frère te ressemble. Oui. La confusion avec le petit frère, c'est déjà arrivé une fois? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. D'accord. Notamment avec mes petits amis qui disaient souvent que ton petit frère et toi, vous avez la même tête, vous avez le même comportement, la même attitude. Je dis, c'est normal, c'est la famille. Ouais. Est-ce que quelque part, c'est du mimétisme? Est-ce que quelque part, on est un peu... Est-ce que le comportement de ton père a déteint sur toi, par exemple, sa façon de travailler, sa façon de voir les choses, au-delà d'être ton père, parce que sur la génétique, ça peut s'expliquer aussi la ressemblance, mais je veux dire, parlons de cette ressemblance extérieure, donc liée au comportement, aux habitudes. Est-ce qu'il a déteint sur toi dans ce sens-là? Oui, effectivement, parce que plus on disait que je ressemble à mon père, et vu que mon père c'était un modèle pour moi, j'avais tendance toujours à dire, comme je me ressemble à mon père et qui était un modèle pour moi, je devais toujours faire des choses qui marquent que je suis toujours son fils, que je le ressemble vraiment. Donc dans son langage, sa manière de raisonner, sa manière de concevoir les choses, d'abord c'est un psychologue, donc j'ai beaucoup pris de cette technique de psychologie lorsque je m'exprime, lorsque j'analyse une situation. Oui, parce qu'on te sait très calme, très posé à chaque fois, et évidemment c'est une qualité qui te sied très bien. Du coup, Elie, notre ami Trésor parlait de fierté lorsqu'on ressemble, on veut ressembler à son père, parce que son père c'est son modèle. Donc quand on veut ressembler à son modèle, il y a cet élément de fierté qui se dégage. La ressemblance aujourd'hui peut être vue comme ça, comme un facteur clé de fierté, de reconnaissance surtout. Ça dépend de la personne et des caractères de la personne aussi. D'accord. À qui on dit être le sosie, voilà, on va dire ainsi. Si, du coup, toi, tu ressembles à qui? À papa ou à maman? Malheureusement, je n'ai pas de visage dans la famille. Ah, d'accord. Tu as un visage neutre. Voilà. D'accord. Ça, c'est de façon physique, mais je veux dire extérieurement sur le comportement, la vision, la façon de faire les choses. Dans la manière de faire les choses, j'ai la vision de mon père. Je fais les choses comme mon père. Je suis quelqu'un de très travailleur, comme l'était mon père. Voilà. Donc, ça peut être un facteur de fierté dans la mesure où ça nous amène à ressembler dans le bon sens. Lorsque la personne que nous, si vous me permettez l'expression, à qui nous ressemblons, a des bons traits. D'accord. Mais ça peut être... Et quand tu dis bon trait, ça va dans quoi? Ça va dans le sens de se dire que... Sa situation... Voilà, sa situation, on va dire... Sociale. Financière et tout. La manière dont il est considéré déjà dans la société. Voilà. Ouais. Donc, tout ça peut être une source de fierté. Mais lorsque la personne est malheureusement, permettez-moi l'expression, le contraire de tout ce qu'on a dit, alcoolique et tout le reste, et qu'on te dit que tu ressembles à un tel, je pense pas que ça soit une source de fierté. Au contraire, tu voudras te cacher. Mais même en Afrique, ça va plus loin. Ça va même dans le sens de la bénédiction. C'est-à-dire que quand on te dit « Attends, mais tu ressembles à Aliko Dangote », d'ailleurs, c'est vrai, vous avez des traits au passage. Non, mais je te taquine. Mais évidemment, si on te le dit, là, tu as l'impression d'avoir une bénédiction. Exactement. Tu voudrais t'arroger carrément sa personne dans la mesure où tu penses que les bénédictions qui sont sur cette personne, tu veux t'attirer des bonnes grâces. Donc, en fait, tu fais une transmission des... D'accord. Voilà. Donc, ça permet, comme disent certains, de s'attirer des bonnes ondes. Oui, parce que lorsqu'on te le dit, les gens ont tendance à dire « Amen ». D'autres disent « Je reçois ». Voilà, comme si
si c'était en fait des bénédictions qu'on formulait à ton endroit lorsqu'évidemment on parle de ressemblance. Alors oui, ma chère Noëlla, tu ressembles beaucoup à maman ou à papa? Physiquement Maman. déjà. Est-ce qu'il y a des traits de ressemblance avec papa ou avec maman? Maman. Avec maman, Et je dirais d'accord. même dans la totalité en fait. Dans la totalité, Oui. dans la Parce voix. qu'au-delà du physique, il y a le comportement. Ouais, Et mais sans ne cesse de me le dire. d'accord. C'est-à-dire dans les réprimandations, elle dit j'ai les mêmes répliques que maman quoi. Direct. D'accord, ouais. Voilà. Et ça, c'est parce que tu as toujours vu ta mère comme un modèle. Enfin, cette question, évidemment, on voit toujours nos parents comme des modèles. Mais je veux dire, est-ce que c'est le fait de voir maman comme ce modèle-là qui t'a poussé justement à ressembler à maman, pas sur le plan physique, évidemment, mais sur le plan du comportement, de la façon de faire les choses. Ça, c'est parce que tu passais beaucoup de temps avec maman. Oui, effectivement. Nous, on a plus de temps avec notre maman parce que notre papa il n'est jamais sur place. C'est quelqu'un qui se déplace tout le temps. Et du coup, si je fais référence à maman, c'est au-delà de l'éducation en fait. D'accord. Je me fie aussi au conseil face à ce que je peux rencontrer dans la société. Et je me dis que voilà, en fait, ce qu'elle m'inculque, c'est logique et c'est bon en fait. Et je dis si, et lorsqu'on me dit je ressemble à cette personne-là, je dis mais oui. Clairement, oui, D'accord. j'accepte. Avec le sourire. Oui, j'accepte. Ouais. D'accord. Avec les bénédictions. Oui. Alors Trésor, c'est vrai qu'on a donné des éléments de piste tout à l'heure avec Ellie, mais pour se raccrocher à notre thématique, pourquoi ça dérange? Pourquoi les gens ont du mal avec le fait de ressembler à quelqu'un d'autre et tout le reste, au-delà même du physique? On a l'impression que tout, de façon générale, ça a tendance à gêner. Même les jumeaux ou des jumelles ont tendance à dire « Ah non, on ne se ressemble pas. » Est-ce que le caractère unique prime aujourd'hui un peu au point de pousser à certaines personnes de se sentir gênées lorsqu'on émet une ressemblance? Oui, effectivement, parce que l'être humain, il est unique, il aspire à être unique. Lorsqu'on est originel, on se démarque des autres. Lorsqu'on est très particulier, ça fait en sorte qu'on ne nous confonde pas avec tout le monde. Donc le fait d'avoir une certaine particularité nous rend assez précieux, nous rend assez important aux yeux des autres. Ouais. Alors lorsqu'on nous dit qu'on ressemble à monsieur tout le monde ou à une ou deux, trois personnes, On a l'impression qu'on n'a pas d'identité. on a l'impression qu'on n'a pas d'identité, que tout le monde peut se substituer à nous, ou que ce qu'on fait, une autre personne peut faire, ou qu'on ressemble à l'autre. Et ce qui fait qu'en quelque sorte, on n'a pas une certaine valeur sur la représentativité qu'on a, soit dans la famille, dans l'entreprise, ou dans la vie quotidienne de tous les jours. Et comment tu expliques le phénomène des sosies? Parce que les sosies, ça existe également. En parlant de sosies, on parlait de ça en off, avant de démarrer cette deuxième partie, que tu avais des traits de ressemblance avec un artiste gabonais très connu sur la scène nationale et internationale. Comment tu vis souvent ce constat-là? Ben, ça me laisse souvent un sourire, parce que quand j'entends des personnes qui me disent « mais tu ressembles à l'oiseau rare », ça me fait beaucoup sourire. Ouais. Mais ce qui me rassure le plus, c'est que comme j'avais regardé un document scientifique qui disait, au moins dans le monde, il y a 7 personnes qui ont le même trait de caractère que toi. Exactement. Donc, c'est Moi, qu'il y a- j'ai déjà rencontré deux. Et d'ailleurs, on est devenus très proches et on pense toujours que nous sommes frères. Déjà, on a la même taille, on a la même corpulence, on nous appelle parfois des triplés. Mais c'est incroyable justement de voir les traits de ton visage sur une personne que tu ne connais pas. Ouais. C'est assez incroyable. Donc du coup, oui, moi j'ai bien envie de savoir comment le principe du sosie, comment tu expliques ça et comment tu vis. Est-ce que tu as l'impression, lorsqu'on te compare à l'oiseau rare, qui est un artiste gabonais, est-ce que lorsqu'on te compare à lui, est-ce que tu as quelque part l'impression de vivre sa vie quelques secondes, juste le temps de la comparaison? Alors moi, quand on me compare à quelqu'un, c'est pour moi l'occasion de m'émirer. D'accord. Parce que ça me permet de savoir, bon, on me compare à qui? On nous compare à l'oiseau rare. Bon oui, il est quoi? C'est un chanteur. Est-ce qu'il est mignon? Parce que moi, je peux le juger. J'aurais du mal à me juger moi-même. D'accord. Mais moi, je peux quand même le regarder, je le juge. Je me rends compte que ouais, le gars, il n'est pas mal, il est mignon. Donc par conséquent, je suis mignon. Ça me rend bien dans ma peau psychologiquement. Je me dis, D'accord. ben, si le gars, je le trouve mignon, c'est que forcément, je me trouve mignon, les autres, ils trouvent mignon. Et s'il est apprécié, c'est Voilà. que tu l'es aussi. Effectivement, quelque part. donc je trouve ma part d'intérêt à l'intérieur. Mais comme disait Ellie, lorsqu'on me compare à quelqu'un où je regarde bien, je me rends compte que c'est quelqu'un qui n'a pas des traits très appréciables. C'est quelqu'un qui, quand je regarde, il n'a pas ce que je souhaiterais qu'une personne puisse avoir. Alors je me remets en cause. Est-ce que je dois changer ma coifure? Est-ce que je dois changer le mode d'habillement? Ouais. Et là, c'est à partir de là qu'on essaie aussi d'évoluer. Lorsque quelqu'un nous ressemble, ça ne nous arrange pas. Ouais, Ellie? L'un des problèmes de la ressemblance, c'est le fait de vivre dans l'ombre de l'autre. un tel. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup... Et c'est pourquoi d'ailleurs les jumeaux refusent Voilà. complètement de dire on se ressemble Exactement. pour éviter Parce que- d'être dans l'ombre de l'autre. Voilà. Aujourd'hui,
vivre dans l'ombre d'une tierce personne, c'est pas beau et ça fait pas bien pour notre société actuelle. Beaucoup voudraient exister, mais pas dans l'ombre de mon frère, de ma sœur, parce que mon frère il a l'argent et que on me dit je ressemble à un tel et ça va faire que moi je ne vais exister que par mon frère. Ouais. Après ce n'est pas de ta faute. Il y a la génétique qui est là aussi qui explique. Il y a la génétique qui est là, mais l'être humain voudrait d'abord, comme disait mon frère, être unique, être original dans sa manière de faire et dans sa manière de poser les actes. Donc du coup, vivre sous l'ombre de quelqu'un, c'est pas beau dans la mesure où tu n'arrives pas à t'accomplir pleinement. Oui, pas d'identité. Tu n'as pas d'identité, tu vis sous l'ombre de quelqu'un. Et c'est vrai, comme on dit, imitation égale limitation. C'est vrai que si aujourd'hui tu es dans le processus d'imiter une personne, évidemment que tu es dans l'ombre et c'est assez compliqué. Et en général, même dans les expressions, on va dire à Noëlla, ah tiens, tu ressembles à ta mère. On oublie Noëlla, c'est d'abord la mère qu'on place devant. On oublie que Noëlla existe également. On va parler beaucoup plus avec Noëlla. Si je dis que Noëlla, tu ressembles à maman, je vais pas poser beaucoup de questions en rapport avec la maman que de poser des questions en rapport avec Noëlla. C'est ce qui fait que elle-même, demain après-demain, elle va se sentir ne pas exister. Oui, parce qu'elle aura toujours l'impression de. Est-ce que ça, tu ressens ça, Noëlla? Non. Toi, à partir du moment où. Toi, ça va, c'est une fierté, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas cette impression de ne pas exister, un truc de ce genre, toutes les fois où on te compare en termes de ressemblance à ta sœur, à maman ou à d'autres personnes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans la rue, par exemple au Sénégal, de te dire ah tiens mais on a vu une dame qui te ressemblait? Oui. D'accord. Mais ça t'a pas gêné Ça m'est déjà arrivé, mais ça m'a pas gêné en fait parce que je n'ai pas connaissance de cette personne-là. Ok. On s'est jamais vu, je connais pas ce qu'elle fait. Et si jamais tu découvres une personne qui te ressemble, comment est-ce que tu verses un peu à l'image de l'aspect philosophique de décortiquer par Trésor, l'effet miroir, le fait de s'apprécier à travers l'autre, c'est comme ça que tu vas réagir ou bien Je ne verrai pas l'effet miroir, que si ce n'est sur le plan physique. Je ne verrai pas le plan parce que moi je ne me définis pas, c'est juste que sur le physique en fait. D'accord. Je vais plus profond que ça. Je vois si on a la même vision, si on a les mêmes traits de caractère, je vais plus loin en fait. Et en parlant de traits de caractère et des visions, est-ce que dans la famille, à part maman, est-ce qu'avec tes frères, avec tes sœurs, tu arrives à déceler ces traits de ressemblance-là? Tu vas pas nous dire que tu es unique aussi dans ce sens-là. Non, justement, j'en viens en fait. Dans notre famille, bien que ce soit l'aîné, le tout dernier, l'avant-dernier me ressemble. Ah, t'es l'aîné de la famille? Oui. Courage. Courage, ma chère Noëlla. Ouais. Du coup, on a tendance à dire qu'on s'est divisé les parents. Donc, de chez papa, de chez maman. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment une ressemblance flagrante parce que même dans les études, il est comme moi. Ok, d'accord. Est-ce que ça c'est assez dangereux aussi, Trésor? C'est-à-dire, oui, je te laisse rebondir avant, mais je te pose la question, après tu pourras revenir là-dessus. Mais je dis, le caractère dangereux de devoir, parce que moi, ça m'est arrivé tout le temps, enfin, moi, dans ma famille, ça m'est arrivé d'un oncle qui me dit, ah tiens, mais toi, tu ressembles beaucoup plus à ta mère, les autres à leur père. Donc, en fait, on divise déjà même la famille au milieu. Est-ce que ça, c'est pas un peu dangereux, la ressemblance qui arrive à dissocier une famille, diviser une famille? Ouais, non, on va laisser Trésor. On va laisser. Tu veux rebondir là-dessus? Non, allez-y. D'accord, vas-y, Noëlla. Non, parce que dans la famille, on reconnaît déjà que les enfants appartiennent vraiment aux géniteurs. Non, ça on le sait. Non, ça on le sait. Ça, sur le principe, on le sait. On n'est pas dans. Attention, on n'est pas dans l'aspect de tromperie ou quoi que ce soit. Non, du tout. Évidemment, si vous êtes neuf, vous appartenez à une famille. Mais en fait, c'est beaucoup plus en termes de ressemblance. Par exemple, Trésor ressemble beaucoup à son père, et peut-être que les autres ressemblent beaucoup à leur maman. Et il y a forcément un qui va arriver avec une phrase en disant ah tiens, mais tu ressembles beaucoup à ton père. Les autres pas du tout. Alors qu'évidemment, leur père c'est leur géniteur. Mais on a l'impression qu'en fait, en ayant cette phrase, on a déjà divisé la famille en disant comme lui il ressemble à papa, donc c'est le préféré de papa. Et c'est là où ça devient un petit peu dangereux au sein de la famille. Et ça c'est des choses, est-ce que tu l'as vécu Trésor, avant de te laisser rebondir, je pense que tu voulais rebondir sur un point. Et c'est sur l'aspect en fait qu'elle disait qu'elle n'est peut-être pas d'accord sur ce que je dis, si c'est sur l'aspect physique pour l'effet miroir. Mais en fait, dans l'effet miroir, c'est pas seulement l'aspect physique, c'est aussi l'aspect comportemental. Si on peut vous dire que vous ressemblez peut-être à Ellie, si, face à une situation, tu as le même comportement qu'Ellie.
Vous voyez, dire, ça te permettra de te regarder, de voir que si Ellie, face à une certaine situation, réagit de la sorte, très rageux, il devient quelqu'un de très impoli, tu comprendras bien que vous ne ressemblez pas physiquement, mais aussi bien comportementalement, vous avez la même ressemblance. Ça te permettra, toi de ton côté, de savoir, ah ben c'est comme ça que j'ai réagi, oui, alors il faudrait que je puisse changer le cap et m'analyser sur la manière dont je réagis par rapport à certaines situations. Donc c'est beaucoup, l'effet miroir, c'est beaucoup plus un travail personnel, un travail introspectif. Revenons justement sur le point de cette division apparente au niveau de la famille. Effectivement, lorsque dans la famille, on dit souvent qu'un tel ne ressemble pas à son père ou à sa mère, mais ressemble plutôt à un voisin éloigné ou à un cousin, ça crée des frustrations dans la famille parce que le père est souvent représenté comme étant le moyen par excellence auquel les enfants veulent aspirer à devenir et apparaître. Surtout si même les femmes, projettent un peu le comportement du futur mari sur... C'était un père de famille, c'est un bon père de famille. Et lorsque, on a vu ça, même dans des familles africaines, moi je parle pas de témoignage, lorsqu'on a dit à certaines personnes tu ne ressembles pas à ton père, il a commencé à avoir des yeux rouges, où ça crée des crispations, que bah bon, comment ton oncle veut me dire que tu ne ressembles pas à ton père? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trompé ton père? Ça crée des conflits des familles. Donc souvent, ce genre d'expression, ça... c'est pas toujours intéressant et à l'aise de discuter ça en Afrique surtout. Et comment on gère ce genre de... je veux dire, comment on gère ça? Moi, j'avais du mal, effectivement. Moi, j'étais jeune, mais j'avais perçu ça beaucoup plus, effectivement, dans ce sens-là. Quand mon oncle m'a dit, bah non, je trouve que tu ne ressembles pas à tes frères. Et là, je me suis dit, j'avais la sensation d'être adopté. Alors, quand on est plus jeune, en Afrique, on a une connotation très, très péjorative du fait d'être adopté. Et c'est beaucoup plus le fait de se dire, je n'appartiens pas à cette famille qui choque. Et donc, moi, plus jeune, bah, je pleurais quand on me disait que je ne ressemblais pas à mes frères. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Sur le plan vocal, même si j'en parle pas. Mais comment on gère ce genre de situation, Ellie? C'est comme disait mon frère tout à l'heure, c'est plus du domaine psychologique. On devrait plus travailler sur soi-même que de prendre vraiment en compte ce que disent les uns et les autres. Si nous savons que nous appartenons à notre famille, pas besoin de se justifier. Pas besoin de se justifier parce que peut-être la personne qui l'a dit n'avait pas de mauvaises intentions, mais des personnes qui vont l'entendre auront des mauvaises intentions. Donc, c'est à nous de prendre sur nous et de se dire que ce qu'ils ont dit, c'est pour eux, voilà. Et moi, ce que je sais, j'appartiens à ma famille, voilà, un point d'entrée. Si je ressemble à mon père, si je ressemble à ma mère, tant mieux, mon père c'est mon père, ma mère c'est ma mère. Oui, mais est-ce que ça ne crée pas un favoritisme? Et c'est là où ça devient dangereux, la ressemblance. Et c'est peut-être là où ça peut gêner certaines personnes. Le fait de se dire, si tu ressembles à X personnes, bah, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup plus d'avantages. Voilà. J'en venais, ça crée du favoritisme dans la mesure où à chaque fois qu'on va te répéter cela, peut-être on va aussi le répéter à ton père. Et donc, ce qui fait qu'il y aura une proximité qui va naître. Oui, mais quelle est la responsabilité parentale dans ce Voilà, c'est maintenant aux parents, c'est aux parents de montrer que il n'y a pas de parti pris entre les enfants. Lorsque nous faisons des enfants, c'est pour que nous élevons tous nos enfants au même niveau, au même standard. Donc, que tu me ressembles ou pas, tu es mon enfant, Noëlla est mon enfant, Trésor est mon enfant, donc du coup je vous prends au même titre, au même niveau. Voilà, donc du coup j'ai pas besoin de prendre X ou Y parce qu'il me ressemble plus. Ça va créer plus de frustration et demain après-demain, en l'absence du père ou bien de la mère. En général ça ressort. Voilà, ça ressort et ça crée des divisions après les décès des parents. Donc ce qui est important pour nos parents dans ces cas-là, c'est de montrer à tous les enfants qu'ils sont au même niveau, que tu me ressembles ou pas, je vous prends au même niveau. D'accord. Et j'aimerais en fait enrichir sa pensée. Au-delà du favoritisme, on se retrouve aussi avec des parents là à qui on ressemble, être imposés en fait de leur mode de vie. On peut prendre l'exemple de l'habillement ou du futur métier en fait, surtout au bas âge. D'accord. Du coup, toi, tu ressembles beaucoup à maman. Est-ce que maman a impacté sur ton habillement, sur ta façon de t'habiller? Bah non, parce que l'habillement, on nous a tous inculqué la même chose. D'accord, ok. Mais du coup, mais qu'est-ce qu'elle a, ta maman? Elle s'appelle comment au passage? Priska. Maman Priska, du coup, qu'est-ce que maman Priska a un petit peu, au-delà de cette ressemblance physique que tu as soulignée, sur le comportement, tu as dit, tu as les expressions de ta maman lorsque tu dois hausser le ton un peu sur tes petits frères. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres points de convergence en termes de ressemblance?
Oui, la bravoure déjà. D'accord, La d'accord. bravoure, c'est quelque chose déjà que j'admire en elle. Et c'est quelqu'une aussi de très compréhensive. D'accord. Donc j'ai aussi appris ça d'elle. Pas trop, elle est très battante aussi. Voilà, D'accord. trop battante même. Ah, en fait, j'ai pas de mots, mais. Mais non, voilà. ça, on lit de la fierté sur ton visage. Est-ce que, avant de terminer avec toi, Noëlla, est-ce que toutes ces choses-là, comme l'a souligné Elie, pourraient éviter justement des petites tensions dans la famille? Est-ce que toi, tu arrives justement à faire ce relais-là auprès de tes petits frères, de dire, écoutez, même si on ne se ressemble pas, vous êtes mes frères, ou bien même sans le dire, sans verbaliser, dans juste la manière de faire, est-ce que tu essaies de rapprocher tout le monde? Oui, oui. D'accord. Je fais de mon mieux en fait. Mais oui, c'est vrai, c'est difficile d'être aîné. Hein. Oui. C'est pourquoi on t'a dit bon courage. La division, déjà, c'est un truc qui n'est pas favorisé dans notre famille. Mais c'est vrai que ça a tendance à arriver avec des banalités, c'est-à-dire des conflits inutiles et tout ça. Donc moi, lorsque je me rends compte de ce genre de choses, je m'impose directement et je dis non, fonctionner comme ci, comme ça. Et après, ils s'y mettent au pas. D'accord. Trésor? Oui, alors si on fait abstraction à la ressemblance physique pour aller sur la ressemblance comportementale, il faudrait faire comprendre que si on nous dit qu'on ne ressemble pas à notre père, il faudrait qu'on puisse se remettre en cause de notre attitude vis-à-vis des valeurs que nos parents ont apporté pour nous. Bah oui, parce que si par exemple ton papa, désolé de t'interrompre, si ton papa c'est quelqu'un de très calme, très posé, de réfléchi, et si toi t'es le contraire de toutes ces choses-là, évidemment que ça peut poser... C'est là où je voulais en venir. On a un papa qui est calme, qui est très réfléchi, qui sait se poser, mais tout à coup toi l'enfant tu es quelqu'un de rageux, qui aime le bruit, qui aime trop parler. Alors si on dit que tu ne ressembles pas à ton père, tu ne dois pas voir cela comme si c'était un manque de respect, un manque de considération, mais comme étant un moyen de recadre le tir, de s'assagir. Pour que tu puisses suivre la voix de ton père ou de ton oncle ou de ta soeur ou de ton grand frère qui est une voix qui est louable. Donc c'est un point de se recadrer par rapport à notre monde. Est-ce que du coup, moi je suis curieux là, mon cher Trésor, dans la famille, tout le monde est calme, posé comme vous, comme ça, au-delà de papa? Le petit frère par exemple, est-ce que c'est quelqu'un aussi de réfléchi comme toi, qui prend le temps d'analyser les choses? Tu es très philosophique, toutes les fois où on échange hors plateau, il y a ce côté où effectivement tu prends le temps d'analyser l'environnement, le monde qui t'entoure. Tu es simple mais pas simpliste. Est-ce que justement c'est cette façon-là de vivre, cette habitude-là, est-ce que ça aussi le petit frère là? Est-ce que s'il l'a pas, est-ce que vous arrivez à installer un petit peu les mécanismes pour l'emmener dans ce sens? Bon, je peux dire que ce comportement-là, cette attitude sommeille en certaines personnes. Justement, est-ce qu'il y a un élément déclencheur, des éléments déclencheurs que vous avez eu à mettre en place pour tirer justement le petit frère, essayer de transmettre ce calme dans la famille hérité par papa chez le petit frère? Ben effectivement oui, parce qu'il y a des conseils que l'on apporte et on se dit bien qu'il paraît que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Les conseils, ouais. Donc on se dit que vis-à-vis de certaines situations, peut-être qu'il va essayer de se ressaisir et faire ressortir les aptitudes, les ressemblances qui sont propres à la famille, qui sont propres à moi, à mon père que nous épousons nous tous. Et comment il est le petit frère? Ça va, est-ce qu'il est dans le même registre que vous? Alors, c'est comme je disais un grand penseur, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Ouais. Donc, en lui sommeille des bonnes aptitudes, des bonnes idées, des bonnes valeurs, mais la société, en tant que jeune là où il est, qui font en sorte qu'on aime plus l'ambiance, on aime plus la liberté. Tu vois comment il répond avec diplomatie. C'est une façon simple de nous dire non, mon petit frère il n'est pas comme nous, mais justement, ça, exactement. Mais non, mais c'est normal, c'est le grand frère qui est dans. Est-ce que tu te dis c'est peut-être la jeunesse, il est jeune, mais peut-être que quand il va grandir, il va peut-être se rapprocher de nous. Est-ce que tu aimerais qu'il soit lui-même ou bien qu'il vous ressemble? Ben, moi, j'aimerais qu'il fasse un mélange des deux. D'accord. C'est-à-dire qu'il soit lui-même, mais qu'il n'oublie pas que par la ressemblance aux traits des caractères de sa famille, ça lui permettra de devenir quelqu'un de beaucoup plus meilleur. D'accord. Parce que s'il se laisse aller seulement sur un côté, un comportement qu'il a épousé ailleurs, il ne connaît pas les finalités de ce comportement. Or, il connaît bien le comportement des valeurs que nous lui apportons, où il ira avec ce genre d'attitude. D'accord, ok. Et Elie, évidemment, c'est... je veux dire, permets-moi de rentrer dans ton intimité, tu es papa, comment tu gères ça justement? Est-ce que cette transmission-là, c'est quelque chose qui est assez complexe pour toi? C'est quand même assez compliqué dans la mesure où
on voudrait que nos enfants nous ressemblent. Ouais. On voudrait que ce que nous faisons, il nous ressemble parfaitement. Mais je pense qu'avec le temps, on se rend compte que chacun doit tracer sa voie et essayer de se retrouver. Donc, nous, ce que nous on veut, c'est ça. Mais on voudrait aussi qu'ils prennent conscience qu'ils font partie d'une société, ils font partie d'une famille, ils se doivent de ressembler à cette famille. Justement. Et voilà. Donc on essaie de donner autant qu'on peut à notre progéniture, mais c'est à eux de prendre leur décision et de faire un choix. Bon, c'est comme disait Trésor, de faire un mix des deux, de sa personnalité et peut-être celle... en fait, c'est un choix, hein, c'est-à-dire que si le petit frère voit en Trésor le gars calme, il se dit « Ah tiens, je vais essayer de calquer ou bien de prendre cette ressemblance-là chez Trésor ». Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Noëlla, ça a été un plaisir de te recevoir. Une personne à saluer avant de nous dire bye-bye. On veut saluer papa ou maman? Partagé. D'accord. Je salue mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. Gros bisous. D'accord, on salue toute la famille. Ellie? Je salue mes frères et sœurs, ma maman. D'accord, mais on peut la nommer, la maman, elle s'appelle comment? Maman Robert. Maman Robert, oui. D'accord. On fait un gros coucou aussi à l'enfant, on peut pas oublier. Exactement. D'accord, et c'est important, si elle va se fâcher, elle va se dire, papa, il m'a oublié. Alors Trésor, moi, je suis impatient de rencontrer ton papa. Je ne sais pas pourquoi, peut-être cet aspect philosophique. J'aime bien aller dans tous les sens, mais de façon ordonnée. Donc, ce sera avec plaisir, hein, et si jamais l'occasion se présente, évidemment. Donc, oui, quelqu'un à saluer? Je salue toute l'équipe de M2A. D'accord. Je travaille, les superviseurs, ainsi que le formateur adjoint. Donc, toute l'équipe, au passage, on salue. D'accord, les amis, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.